un peu des redites pour ceux qui sont familiers avec ça. Je vais représenter un peu succinctement les actes d'éco-conception des emballages, voilà, mais sans trop rentrer dans le détail. Et puis après, on vous présenter quelques innovations dans l'emballage, que ce soit les matériaux, sur des process, sur l'organisation. Voilà, aujourd'hui, c'est un webinaire d'environ 30 minutes pour se laisser le temps d'échanger. D'ailleurs, j'espère que je vais tenir ces 30 minutes. Donc voilà, je ne peux pas rentrer dans les explications techniques de chaque innovation ou de chaque axe. Il y aura à la fin voilà, un temps d'échange si vous souhaitez, ou voilà, ou même par chat, vous pouvez poser des questions. Peut-être Nicolas, tu pourras en récupérer quelques-unes. Voilà, en tout cas, il y aura un temps d'échange à la fin. Je vais aussi pas mal faire référence lors de cette présentation au nouveau règlement européen. En fait, l'Europe est pas mal comment dire, avancer et tire beaucoup sur toutes ces notions autour de l'emballage et sur les trois axes qui sont donc les trois R, réduction, réemploi et recyclage. Et du coup, il y a un nouveau règlement européen qui est paru en 2025, qui a fait l'objet de là, beaucoup d'années de préparation. Et donc, il y a pas mal d'obligations qui vont être mises en place là à l'horizon 2030 et puis les années ensuite jusqu'à 2050, toujours plus drastiques sur ces trois axes. Et du coup, je trouvais intéressant voilà, de vous montrer ça. Nous, à La Réunion, forcément, on est impacté, faisant partie de la France et de l'Europe. Mais voilà, je sais que la Maurice, vous travaillez aussi sur des feuilles de route, voilà, sur la pollution plastique, le plastique à usage unique. Donc, ça peut aussi donner quelques perspectives par rapport à ça. Voilà, bon, là, c'est une petite introduction. Les emballages en 2025, il y a beaucoup, enfin, ça fait beaucoup parler. Voilà, c'est vraiment les emballages, ça devient un acteur clé de la transition écologique, hein. Et puis ça concerne tous les secteurs. On en parle beaucoup dans l'agroalimentaire, mais de plus en plus dans les cosmétiques, dans la logistique et même le luxe. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de communication sur l'emballage. Il y a aussi beaucoup d'attentes au niveau des consommateurs, voilà, sur tout ce qui est emballage éco-friendly, voilà. Et puis il y a des transformations qui sont en cours, notamment portées par les réglementations toujours, enfin, plus ambitieuses et qui commencent à apparaître. Donc, je vous l'ai dit, en Europe, ça l'a fait, mais c'est un peu voilà, ce qui est en train de bouger les lignes partout dans le monde. Je voulais aussi vous faire un petit focus en introduction sur les emballages en 2025. C'est aussi beaucoup d'entreprises en mutation. Beaucoup d'entreprises ne savent pas trop, et du coup, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce discours-là, mais ne savent pas trop comment avancer, quoi faire. Enfin, voilà, des fois, c'est changer un emballage, c'est changer des fois toute une usine, toute une ligne. Donc, beaucoup d'investissements. Je suis tombée récemment sur un article donc de Soyez Frères qui faisait par exemple des pailles en plastique. Voilà, c'était vraiment une entreprise qui faisait que ça en France. Et du coup, interdiction avec nous, la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire en France, qui a interdit les pailles en plastique à usage unique. Et donc, du coup, ils ont dû faire énormément d'investissements pour ne pas faire mourir leur entreprise. Et donc, ils sont spécialisés maintenant dans les pailles en cellulose, mais aussi ils font des pots en carton, etc. Voilà, donc ça a été vraiment une grosse situation d'entreprise. À La Réunion, j'allais aussi avec des acteurs. Donc la loi AGEC a demandé d'interdire les barquettes en plastique sur des fruits et légumes en dessous de 3 kilos. Donc notamment les barquettes plastiques transparentes en PET de tomates cerises, c'était beaucoup vendu. Voilà, et donc là, il y a eu il y a des acteurs qui sont allés vers du carton et des acteurs qui étaient en train de réfléchir à aller du carton. Et puis finalement, du coup, l'obligation a été, on va dire, reportée puisqu'il y a eu le PPWR, donc le règlement européen qui le demande, mais plutôt à échéance 2030. Donc voilà, donc du coup, en fait, il y a des entreprises qui ont bougé vers du carton avec tout ce que ça a impliqué d'investissement et comment dire,
de flou, puis d'autres qui n'ont pas bougé. Enfin voilà, donc il y a vraiment quelques difficultés au niveau de nos entreprises à se positionner par rapport aussi aux avancées réglementaires. Et puis j'ai pris aussi un exemple de Maurice, donc je ne sais pas si PIM est connecté, mais voilà, avec PIM Recycling, Sofap et Morilé, qui ont investi dans un camion pour plus de collecte des déchets d'emballage B2B pour pouvoir favoriser le recyclage. Donc c'est aussi, voilà, vraiment, c'est des choses qui bougent de par la réglementation, mais c'est aussi des choses qui bougent de par les entreprises qui font des efforts pour avancer, pour alimenter ces 3 R. Donc, les axes pour éco-concevoir, on en revient aux 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Donc, on va les voir ensemble. Je vais vraiment passer assez vite là-dessus. C'était au moins pour poser les bases et puis parce que vous parlez d'innovation derrière sans avoir un peu parlé de ces différents axes. Du coup, c'est un peu déconnecté. Mais voilà, si vous avez des questions là-dessus, on pourra le revoir. C'était plutôt pour illustrer. Bien sûr, la réduction, c'est le premier, hein, le premier axe, c'est le plus fort, puisque en fait, une fois qu'on réduit à la source les matériaux, l'extraction, on va réduire après, au niveau du cycle de vie, tous les impacts environnementaux, que ce soit sur la production, la distribution, l'usage, la consommation, et puis le déchet, le recyclage. Voilà, donc là, comment on réduit à la source? Il y a plein de façons de le faire. Il y a diminuer simplement l'épaisseur d'un emballage et ça peut même pas se voir. Par exemple, là, il y a un verrier en Europe qui a beaucoup travaillé sur les bouteilles de vin et ils ont quand même réduit de 25%, ce qui est énorme. Voilà, mais ça se voit pas tellement dans la forme de la bouteille, etc. Donc, c'est des innovations techniques qui demandent des années de R&D pour finalement que ça se voit pas, mais que ça a vraiment un impact important au niveau de l'impact environnemental. Voilà, après, bon, il y a des choses un peu plus visuelles sur les pots de yaourt. En France, on en consomme beaucoup en pots individuels. Du coup, il y avait toujours un cavalier carton autour, donc il a plutôt été enlevé. Moi, j'ai travaillé chez Bonduel. On avait travaillé à l'époque sur enlever le couvercle des barquettes. Du coup, ça a économisé 50 tonnes de plastique par an parce que en fait, le couvercle était assez lourd, de très bonne qualité. Donc là, plutôt passé sur un operculage. Il y a eu toute la mouvance et du coup les avancées technologiques sur condenser les produits, notamment cosmétiques, que ce soit les déodorants, que ce soit les gels douche, pour voilà, du coup ça a contribué à diminuer l'emballage. Et plus récemment, du coup Nestlé sur les chocolats, donc notamment c'est un des axes du PPWR, du règlement européen, d'interdire les plastiques qui permettent de faire des lots de promotion. Donc, quand on s'est vendu par 2, par 3, voilà. Donc, normalement, c'est entouré par un plastique. Et là, du coup, ils ont travaillé. Donc, c'est pas encore appliqué, mais ça va être appliqué dans le temps d'interdire ce genre de lotage pour éliminer un déchet d'emballage. Et donc, eux, ils ont travaillé voilà, sur mettre des stickers renforcés pour pouvoir quand même faire des lots, mais en supprimant vraiment tout l'emballage plastique autour, qu'on appelle parfois suremballage. Donc là, c'était le premier axe, la réduction. Sur le réemploi, voilà, le réemploi, c'est très connu sur le verre, hein. Je sais qu'à Maurice, c'est encore en place. En France, du coup, ça a été pas mal arrêté, le réemploi des bouteilles en verre. Donc, c'est en train d'être mis en place avec notamment un gros projet, une grosse expérimentation sur des régions en France où là, du coup, il y a carrément une standardisation des bouteilles et des pots. Voilà, donc pour que les différentes entreprises de ces régions utilisent les mêmes standards de bouteilles et pots pour que voilà, après, ça puisse être plus facilement dans le flux, plus facile dans le flux logistique. Il y a aussi beaucoup d'avancées dans la restauration, notamment là on a des illustrations de café, donc voilà avec la population qui essaye quand même d'avoir de plus en plus des gourdes ou des petits gobelets plastiques réutilisables. À La Réunion, on a Oyobo qui est du coup un metteur en place de solutions et laveur de pots et de barquettes en verre. Et donc du coup, ça a été mis en place par exemple dans les cafettes des universités pour que les étudiants puissent du coup pratiquer le réemploi sur leur repas emporté. On a aussi dans le luxe, ça arrive, il y a aussi les bouteilles de parfum sont
très belles, c'est des belles bouteilles, mais souvent des beaux flacons, mais voilà, souvent, et, bah, du coup, c'est très énergivore en termes de production. Et donc là, l'idée de réemployer son flacon de parfum avec des recharges. Et puis, ça arrive aussi dans le monde de la logistique, voilà, que ça soit, bon, ça existe déjà sur les fûts IBC 1000 litres et les fûts de 200 litres, mais ça arrive aussi bah, voilà, sur les caisses, etc. Voilà. Et il faut savoir que avec le règlement européen, il va y avoir des obligations imposées donc, à tous les pays européens, tous les acteurs des pays européens. Donc, obligation de 10% par exemple sur la vente à emporter, qui devrait être en réemploi en 2030. Voilà. Et sur les emballages logistiques, il y a aussi des obligations. Donc, 10% de réemploi pour les emballages de stockage et de distribution. Et ça va jusqu'à 40% pour les emballages juste de transport. Donc, voilà. Donc, c'est aussi une mutation dans ces secteurs-là où il faut commencer à préparer ces emballages à rentrer dans des systèmes de réemploi. Et il faut qu'ils existent ou sinon, il faut les créer. Ensuite, on a du coup le fait, donc là, la recyclabilité et intégration de matières recyclées, c'est un peu lié, hein. Donc la recyclabilité, c'est quoi? C'est la capacité de l'emballage à être recyclé. Donc on va travailler son emballage pour qu'il soit plus facilement recyclable. Donc ça va être quoi? Ça va être le faire passer en monomatériaux parce que quand on a des multimatériaux qui sont associés entre eux, ça complexifie le recyclage et parfois ça le rend impossible. La nature du matériau, il y a des matériaux qui ne sont pas recyclables. Alors, par exemple, les plastiques thermodurcissables qu'on va retrouver dans l'aéronautique, les bateaux, enfin voilà, tout ce qui est très résistant dans le temps. Il y en a pas dans l'emballage, mais on a plutôt des thermoplastiques dans l'emballage qui se recyclent. Mais par exemple, si je vous parle du polystyrène, voilà, c'est un plastique qui n'a pas disposé de programme pour faciliter sa collecte et son recyclage. Donc aujourd'hui, même si techniquement il est recyclable, tout n'est pas en place pour le recycler. Donc c'est un plastique qui est plutôt catégorisé comme peu recyclable. Faut aussi pas d'éléments perturbateurs. Pas d'éléments perturbateurs, on parle de couleurs, on parle d'étiquettes qui se détachent pas, on parle des fois d'aluminisation. Par exemple, le plastique qui va être aluminisé, ça peut poser des problèmes. On parle aussi de taux d'ancrage. Un emballage, plus il va être imprimé et moins il va passer facilement les steps qui nécessitent son recyclable et qui fait qu'il est facilement recyclable. Et donc la recyclabilité, elle dépend du matériau, c'est ce dont on vient de parler, mais elle dépend aussi beaucoup de toute une chaîne d'acteurs qui fait qu'un emballage finalement est recyclable, c'est-à-dire le tri le tri à la source qui va beaucoup dépendre des consommateurs. Donc si le premier geste de tri n'est pas fait, le emballage, même si on a tout fait au niveau du matériau, il ne sera pas recyclé. Il faut qu'il y ait des collectes mises en place. S'il n'y a pas de collecte pour du coup massifier les emballages et les emmener vers du coup tous les systèmes ensuite de recyclage, ça va pas pouvoir être fait. Aujourd'hui, en tout cas en Europe, on est beaucoup sur des centres de tri. En fait, on collecte un peu tous les emballages mélangés et ménagés et on les amène vers des centres de tri. Et donc là, pareil, les technologies dans les centres de tri, on va en parler plus tard, c'est hyper important parce que un centre de tri, ça peut partir d'un centre de tri très manuel à des choses très technologiques. Et voilà, un centre de tri, aujourd'hui, par exemple, on arrive très peu à recycler les petits emballages parce qu'on n'arrive pas à les capter. Il y a des couleurs foncées qui ne sont pas repérées au tri optique, par exemple. Donc voilà, ou séparer des matériaux, c'est pas possible. Donc là, ça va impacter du coup la recyclabilité de l'emballage. Et puis, in fine, le recyclage, donc il faut des procédés de recyclage techniquement et économiquement viables. Je vous parlais du polystyrène. Le polystyrène, il se recycle, mais économiquement, mis bout à bout toutes les chaînes, c'est un peu compliqué parce qu'il est très léger, il prend beaucoup de place. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une économie autour du recyclage du polystyrène expansé qui existe, quoi. Et voilà, et ça va avec, il faut des débouchés pour la matière recyclée parce qu'une fois qu'on a fait le tri, la collecte, les centres de tri et le process de recyclage, si à la fin, la matière recyclée qu'on produit, que ce soit du plastique, que ce soit du carton, que ce soit du verre, il n'a pas un endroit pour être réintégré et qu'il n'est pas acheté et utilisé, et ben en fait, ça amène à perte tout le modèle de recyclage et donc de recyclabilité de l'emballage. Voilà, je vous ai mis une petite illustration
de l'export par container, parce qu'aujourd'hui, ben, que ce soit à l'île Maurice ou à La Réunion, quand même, on est très dépendant de l'export, puisque ben, voilà, justement, la viabilité économique, on a beaucoup d'emballages, beaucoup de déchets d'emballage, mais s'ils ont la chance d'être déjà triés, collectés, etc., aujourd'hui, on n'a pas forcément les volumes adéquats pour avoir des usines de recyclage sur place. On est en train de consolider ça, hein, c'est en train un peu de changer, mais voilà, il faut quand même un seuil, vu que c'est des technologies quand même qui coûtent cher, des gros investissements, il faut quand même avoir un, voilà, une source de déchets assez forte et puis avoir derrière aussi des débouchés pour intégrer la matière recyclée en local ou à l'export. Voilà, et puis l'intégration de matières recyclées, donc ça permet forcément de réduire l'utilisation de ressources qui sont prélevées dans la nature. Quand on fait du papier ou du carton, on parle de bois. Quand on fait du verre, on parle de sable et de calcaire. Quand on parle de plastique, on parle de pétrole. Quand on parle d'aluminium ou de métal, on parle de minerais. Donc voilà, donc ça va forcément aller dans le bon sens. Après, il faut être quand même vigilant voilà, à l'impact environnemental des technologies de recyclage. Il y en a qui sont très consommatrices d'énergie, hein, mais voilà, tout ça, c'est à regarder sur les analyses de cycle de vie. Et puis, bah, la matière recyclée, aujourd'hui, elle n'est pas forcément privilégiée par rapport à la matière vierge. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des problèmes de couleur, hein. Si on parle par exemple du plastique, forcément, si on va recycler un plastique qui a été imprimé, on va aller plutôt sur un plastique gris. Et donc, pour refaire du transparent, ça va être problématique. Les propriétés sur certains matériaux peuvent diminuer quand on le recycle ou les process de réintégration de la matière recyclée. Donc, ça va dépendre des applications. J'ai oublié un S. Ça va dépendre des applications, mais par exemple, voilà, on va adapter la matière recyclée qu'on va mettre dans un emballage en fonction de l'application qu'on va chercher, si c'est des choses assez fines, assez solides qu'on doit rechercher. Et puis il y a aussi le grade alimentaire. Aujourd'hui, sur les plastiques, par exemple, il n'y a que le PET qui a un grade alimentaire. Les autres plastiques, on ne peut pas vraiment les remettre en contact alimentaire. C'est aussi le cas pour le carton. Le carton, quand on fait des cartons en contact direct alimentaire, ben, voilà, il peut y avoir pas mal de migrations. Et donc, pour l'instant, il faut mettre du carton vierge. Euh, le prix aussi, aujourd'hui, les prix, on a une image du recyclé qui va coûter moins cher, mais en réalité, le prix du recyclé peut coûter plus cher. Par exemple, sur le BET qui est très recyclé, où les process de recyclage sont très développés, le RPET, ça va être 1 850 € la tonne. Contre 1150 € la tonne de PET. Donc, on a 700 € de différence, mais pas dans le bon sens. Donc, ça, il faut inciter les entreprises à mettre des matériaux recyclés parce que ils sont plus chers et des fois, ils ont une image moins bonne. Parce qu'on va penser que c'est des matériaux de moindre valeur. C'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, plutôt de mettre des matériaux recyclés dans un emballage, ça va plutôt dire que l'entreprise fait un effort au niveau de l'environnement, mais voilà, c'est encore des images où c'est de moins bonne qualité, etc. Il faut lutter contre ça. Voilà, et donc forcément, tout ça, les prix, l'alimentarité, les process, c'est très lié au développement des technologies de recyclage. Donc c'est pour ça que je vous disais les deux, la recyclabilité et l'intégration de matières recyclées sont forcément très liées. Si maintenant on parle un peu des innovations dans l'emballage, donc vous vous doutez, il y a plein de choses. Il va falloir, et j'ai fait un petit tri, donc des choses qui me paraissaient importantes à dire ici aujourd'hui, donc notamment sur les matériaux. Donc, sans surprise, je vais parler des plastiques biosourcés et biocompostables. Donc, bien remettre en tête les définitions. Le biosourcé, on parle de l'origine du plastique et pas du tout de la fin de vie. On peut avoir des plastiques biosourcés, par exemple du PET biosourcé qui est fait tout ou en partie à partir de végétaux, mais qui est à la fin du coup la même molécule que la pétrosourcée, du coup qui va pas être compostable ou biodégradable comme vous voulez, mais voilà, donc il faut bien faire la différence. Voilà, donc ça concerne vraiment la fabrication de l'emballage et pas la fin de vie. C'est un emballage qui est produit entièrement ou partiellement à partir de biomasse renouvelable, donc généralement du végétal comme l'amidon de maïs ou à partir de canne à sucre.
Voilà, et c'est des propriétés qui sont mesurées, hein, mesurables. Il existe des normes et des tests standards pour vérifier le taux de biosourcé dans un emballage. Voilà, bon, forcément, il y a des emballages qui sont biosourcés à 100%. Si on parle du papier, bah, ça vient forcément de la pâte de bois, donc ça, du bois, etc. Là, on va bien sûr parler plus des plastiques. Et biocompostable, là, pour le coup, ça ne concerne pas l'origine, mais ça concerne la fin de vie. Et là aussi, c'est encadré par des normes et des certifications. Et on va voir, il en existe plein. Donc, l'emballage compostable, ça va être qui se dégrade dans certaines conditions de température, d'oxygène, d'humidité. Et il faut des actions de micro-organismes du sol pour pouvoir faire que ça se dégrade. Voilà. Et donc, en fonction de la formulation, l'emballage il pourra être composté soit à domicile, donc c'est une certification, une norme qui est plus drastique que la norme qui va faire que ça va se décomposer dans un compostage industriel, parce que là, les températures sont plus fortes, c'est plus contrôlé, etc. Donc, il faut vraiment regarder les normes. Et le mot biodégradable, aujourd'hui, moi, j'essaye de l'utiliser que rarement, vraiment quand on parle vraiment de cette propriété biodégradable parce qu'on est dans un milieu agricole, parce que ça va forcément se retrouver dans le sol et on n'a pas d'autre solution, parce que cette notion, elle est assez mal comprise et ça entraîne souvent que les consommateurs euh, peuvent abandonner un emballage dans la nature en se disant qu'il va se biodégrader de toute façon. Voilà, et donc du coup, aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, le mot biodégradable est interdit. Il est interdit de les mettre sur les emballages. Il faut vraiment aller sur le compostable et dire si c'est compostable à la maison ou si c'est compostable industriellement. Voilà. Tac. Ensuite, donc voilà, je vous disais les normes de biodégradation et de compostabilité, là, on existe énormément. Donc là, je vous ai mis une liste, mais je crois qu'elle n'est même pas exhaustive sur les normes de biodégradation, entre les normes AFNOR, les normes ASTM, en fonction des pays, etc. Il existe énormément de normes. Donc, il faut vraiment faire, quand on vous dit un matériau il est biodégradable, il faut vraiment s'attarder quelles normes il y a derrière, quelles conditions, etc. Et puis, les normes et certifications de la compostabilité, c'est pareil, ça dépend. Il y a différents organismes certificateurs. Donc, voilà, ils se basent normalement tous sur des tests à peu près similaires, mais on va avoir des compostages en milieu industriel, des compostages en milieu domestique, des compostages dans le sol directement, etc. Donc, il faut vraiment bien regarder de quoi on parle. Et quand on vous dit une notion de biodégradable ou de compostage, il faut vraiment aller fouiller. Donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Voilà, bien se renseigner sur la nature du plastique, est-ce qu'il est biosourcé, pas biosourcé, parce qu'on peut avoir aussi des emballages compostables qui sont pétrosourcés. C'est plus rare, mais ça existe. Bien demander les certifications du produit fini, parce que parfois, il y a aussi des fournisseurs qui vont vous dire bah, du coup que l'emballage est biodégradable, pardon, est compostable, parce que bah, du coup, la matière première a des certifications de compostabilité, sauf que le produit, quand on met en œuvre de la matière plastique compostable, eh ben, il y a une épaisseur qui vient jouer, il y a tout un process, il y a peut-être des additifs, etc. Donc, il faut vraiment avoir la certification sur le produit fini, c'est très important. Et voilà, et puis connaître la fin de vie, la compostabilité, dans quelles conditions de fin de vie, si on vous parle de compostabilité dans un milieu aérobie, est-ce que c'est vraiment un schéma qui correspond au réel, quoi. Donc ça, vraiment, il faut vraiment fait finalement enquêter sur toutes ces notions parce que derrière ces termes eh ben, se cache une multitude de matériaux, une multitude de conditions de dégradation et donc ça peut être très différent de l'un à l'autre. Voilà, je voulais aussi faire un focus sur le carton, parce que ben voilà, à l'heure de la recherche des alternatives aux emballages plastiques à usage unique, le papier carton a vraiment la cote. Voilà, mais pourquoi? Parce que il est renouvelable, il est recyclable, il est biodégradable, on peut mettre dans un compost, il a une bonne image, on peut imprimer aisément sur cette surface, mais par contre, il a pas mal de limites aussi. Il est opaque, il a une faible barrière à l'eau, aux graisses, au gaz. On peut pas le fermer, on peut pas le sceller. Et puis la mise en forme, elle est quand même limitée sur le papier carton. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui sont sur travailler les caractéristiques du carton, du papier et du carton. Et donc on a des papiers cartons qui se complexifient, où on leur apporte des propriétés différentes. Donc il y a
enfin, là, en fait, chaque tiré correspond à des innovations et des projets, hein. On va complexer, donc ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, hein. On va complexer avec un autre matériau, le carton. On va lui rajouter, donc il y a plusieurs process pour pouvoir le faire. Il y a le laminage, l'extrusion, l'induction, avec d'autres matériaux pour lui apporter des propriétés. Il y a la chromatogénie qui s'est développée aussi, donc c'est une greffe d'acide gras sur une molécule de cellulose pour faire une barrière à l'eau. Donc ça, notamment, je vous ai mis des références à la fin, hein, de la presse. C'est le projet Cellule Louise qui a été fait par le Centre technique du papier. Il y a aussi des projets qui travaillent sur la scellabilité, la fermeture en fait sans rajouter de la colle entre les molécules de cellulose pour sceller du carton. Il y a aussi des projets qui travaillent sur l'élasticité, la mise en forme, donc pour pouvoir faire de la mousse cellulosique en monomatériaux et donc travailler des formes de barquettes, même des formes de bouteilles si on veut, etc. Et puis aussi, il y a même des projets qui ont travaillé sur la transparence, notamment le projet Iblis, qui, suite à de l'interdiction, je ne sais plus comment on parle de ça, des blisters, c'est ça, des blisters autour des journaux, on n'a plus le droit de mettre du plastique, et ben du coup, ils ont travaillé sur un carton, sur la transparence du papier, un papier à faible grammage pour arriver à quand même avoir au travers. Voilà, il y a aussi donc on a parlé des matériaux, maintenant je vous parle plutôt des process, techniques. Donc il y a des process techniques qui vont, forcément en lien avec les 3 R, beaucoup travailler, sur le tri et le recyclage. Donc notamment dans les centres de tri, il y a, c'est, notamment en cours en France, avec, l'extension des consignes de tri, mais la modernisation des centres de tri. Donc on passe des centres de tri finalement très manuels avec des convoyeurs et des personnes qui trient en fonction du coup du visuel de l'emballage à des technologies de pointe avec de l'infrarouge, de l'induction, des capteurs intelligents, voilà, pour vraiment orienter les emballages correctement. Il y a aussi, je vous disais, les centres de tri, ils ont du mal à capter les petits emballages comme les capsules de café, les petites feuilles d'aluminium qui volent, voilà, les petites plaquettes vides de médicaments. Du coup, là, il y a un gros projet métal, il y a un site internet, hein, qui existe là-dessus, pour capter ces petits emballages. Donc là aussi, c'est des technologies beaucoup plus fines et appuyées qu'on va mettre en place. Et puis, de plus en plus, donc un peu comme partout, l'intelligence artificielle arrive aussi dans les centres de tri, voilà, où on va détecter les erreurs de tri. Voilà, donc là, je vous ai cité ces différentes entreprises, différents projets, ou même dans le camion, ou même dans les bacs de collecte, on va déjà signaler s'il y a des erreurs de tri et reconnaître les images des emballages pour finalement les associer à des matériaux et bien les orienter. Voilà, et puis après, il y a aussi des nouveaux process pour permettre plus de recyclage et notamment travailler sur l'alimentarité du recyclage, puisque finalement, l'emballage est très utile, enfin, les matériaux sont très, que ce soit le plastique ou, voilà, ou même le carton, sont quand même pas mal utilisés dans l'emballage. Et donc, l'emballage, il est quand même pas mal au service de l'alimentaire. Et donc, plus on arrivera à avoir des matières recyclées à usage alimentaire avec des grades alimentaires, plus on arrivera du coup, à favoriser ces boucles de recyclage. Donc, sur le plastique, il y a beaucoup de travaux sur le recyclage chimique, hein, notamment avec la pyrolyse ou la purification par fluide supercritique, voilà, pour vraiment nettoyer et revenir à la molécule originelle du plastique et pouvoir repartir comme sur de la matière vierge, à partir finalement de déchets de plastique. Et sur le carton, il y a aussi un projet qui s'appelle Baralim, qui est encore en cours, je crois, qui permet d'avoir une bonne barrière fonctionnelle pour les cartons recyclés et pouvoir les utiliser au contact alimentaire direct, sans avoir voilà, une couche de plastique qui fait barrière, etc., mais vraiment travailler sur du carton recyclé en contact direct. Et puis, voilà, je ne sais pas comment vous êtes familier avec tout ça, mais il y a aussi des innovations d'organisation. Donc, on connaît la consigne pour réemploi sur le verre, mais ce qui arrive et ce qui est déjà en place sur certains pays d'Europe, c'est la consigne des bouteilles plastiques et des canettes aluminium pour le recyclage. C'est-à-dire qu'on arrive, même en mettant tout le dispositif de tri en place, on n'arrive pas suffisamment à collecter un taux suffisant ou satisfaisant, on va dire, de déchets, de ces déchets d'emballage. Et donc, du coup, pas mal de pays ont la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques et des canettes.
C'est aussi dans le PPWR, dans le règlement européen, donc c'est annoncé aux pays qui l'ont pas encore en place que s'ils atteignent pas un certain pourcentage qui est de 80 et 90, suivant les années, de collecte des emballages aluminium et des emballages boissons plastiques, et ben en gros ils seront obligés de mettre en place la consigne pour recyclage. Donc on est concerné en France notamment parce qu'on n'est pas très très bon au niveau du captage. Voilà, et donc ça me permet de faire une digression. Il y a aussi à côté de tout ce système de consigne des bouteilles plastiques, donc ça marche comme la consigne de verre, mais sauf qu'à la fin, les bouteilles elles vont être orientées vers du plastique. Et ben ceux qui ont un peu la flemme ou n'ont pas l'occasion d'aller ramener leurs bouteilles ou leurs canettes dans des machines ou dans des lieux faits pour ça, il y a ça c'est au Danemark, il y a des consignes solidaires qui existent, et donc du coup sur les poubelles vous pouvez mettre tous les emballages qui sont consignés à disposition, et donc du coup pour les personnes qui ont besoin de gagner de la petite monnaie, etc., et ben ils récoltent ces emballages et ils les rapportent pour vous. Donc vous perdez votre consigne, mais finalement c'est une consigne solidaire puisque vous la donnez à quelqu'un qui en a besoin. Et puis du coup je vais parce qu'on adore l'accent québécois, je vais vous montrer en fait le Québec a pas mal développé ce système de consigne pour recyclage avec des centres très performants. Alors si j'arrive à juste quitter l'écran et vous montrer. Ah, c'est bon. Tac. Et je vais vous montrer une petite vidéo et puis j'en aurai fini. Donc, tac. Hop. Est-ce que c'est là? Vous voyez bien, hein? Non, C'est on bon? n'entend pas Non, par contre. On n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son. Vous n'avez pas le son. Vous n'avez pas le son, c'est dommage. Bon, c'est sous-titré, ceci dit, mais c'est pour l'accent québécois, on va pas vous priver de ça quand même. Au fait, Virginie, Euh, quand tu partages la vidéo, il y a une option dans le ouais, partage qui te dit de partager avec le son. alors attends. Tac. Euh, Ah oui, je vois les petits trucs, ça marche. Super, merci. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Traiter un très très grand volume de contenu. C'est bon? Ouais, Vous avez- ça marche. Ça marche. Viens avec moi, j'ai 2 grands sacs Ok. donc, de contenants consignés. On va aller voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Suivez-moi. Wow! Dans les consignations plus, on a 3 options. Le retour à l'unité, le retour en vrac et le retour express. Commençons avec le retour à l'unité. Donc, on trouve une récupératrice automatisée avec laquelle la plupart d'entre nous sont déjà familiers. La machine me demande si je vais être payé par paiement électronique via l'application mobile Consignation ou par argent comptant immédiatement. On va choisir l'argent comptant pour l'instant, mais on va revenir à l'application juste après. Donc, j'insère la canette et la machine me donne un coupon que je vais pouvoir échanger juste après avec le reste de mes coupons. Rien de plus simple. Si vous êtes pressé comme moi et que vous avez un gros sac, il vaut mieux opter pour le retour express. Tous les consignations et les consignations plus offrent ce service. Vous déposez en gros votre sac avec tous vos contenants mélangés sur le convoyeur et voilà. Les contenants seront décomptés plus tard et votre remboursement apparaîtra sur votre compte consignation dans les 7 jours ouvrables. Pour utiliser le service, c'est très simple. Il faut s'ouvrir un compte consignation avec l'application mobile Consignation. Sur l'écran du retour express, vous n'avez plus qu'à écrire votre numéro de téléphone pour créer un autocollant. On le colle sur le sac et le tour est joué. Dans les consignations plus, comme ici, on a aussi le service Retour en vrac. Ce service s'adresse aux citoyens et aux entreprises qui ont des gros volumes de contenants. Ici aussi, on a le choix entre un remboursement en argent comptant ou un remboursement sur son compte consignation. On va donc essayer cette nouvelle machine avec ce sac de contenants tout mélangé et on va voir ce que ça donne. Et oui, ça va vite. Les contenants que je viens de déposer sont triés et décomptés automatiquement.
Ils sont concassés ou écrasés. Ils seront acheminés vers une usine de recyclage. La machine m'indique que j'ai déposé 74 contenants, que 2 ont été rejetés, pour un remboursement total de 7,20 $. Je prends mon coupon. Et voici mes contenants rejetés. Donc, il y en a 2. Je vais les rapporter au comptoir de service pour me les faire rembourser. S'ils sont consignés, ils seront remboursés. Les conseillers sur place sont là pour vous assister tout au long de votre visite dans un lieu de retour. Allons maintenant vers la distributrice d'argent pour échanger tous nos coupons. Vous allez voir, c'est très simple. Vous passez votre coupon sous le lecteur optique et l'argent vous est versé dans la seconde. Je dois avouer que je suis pas mal impressionné par la technologie qui est déployée dans les espaces consigne-action. Ça va énormément faciliter le retour des contenants consignés. Au cours des prochains mois, vous allez voir apparaître des consigne-actions et des consigne-actions plus un peu partout dans la province, sans compter les zones consigne-action qui seront toujours présentes chez vos grands détaillants. Pour voir la carte avec tous les lieux... Ça vous concerne pas. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu. Bon, c'est la Rolls-Royce je pense des machines de. Mais c'était pour vous montrer un peu une technologie où le Québec a joué à fond la carte de la consigne pour recyclage et donc a mis les moyens sur avoir des endroits où on pouvait ramener et que ça soit hyper facilité pour les consommateurs, pour les professionnels. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé. Je voulais juste terminer sur ça. En tout cas, si vous êtes concerné par travailler sur l'éco-conception de votre emballage, on a parlé d'innovation, etc. Mais déjà, il faut commencer par là. Les 3 questions à se poser avant de se lancer, c'est sur quel emballage il y a les plus gros leviers d'amélioration de l'impact environnemental. Voilà, pensez aussi à travailler les leviers sur le produit lui-même, parce que je rappelle que l'emballage, alors j'ai plutôt les chiffres dans l'alimentaire, mais dans l'alimentaire, ça va jamais représenter, ça représente entre 10%, ça peut aller jusqu'à 30% de l'impact environnemental d'un produit emballé, mais en gros, il faut aussi travailler sur le produit en lui-même, parce que c'est lui qui a l'impact environnemental le plus gros. Voilà, donc est-ce que vous avez toutes les données concernant leur emballage sur lesquels vous voulez travailler, donc sur tous les cycles de vie, les poids, les fiches techniques, comment il est manipulé, comment il est transporté, comment il est utilisé, comment il est stocké. Ça, c'est très important pour travailler sur l'éco-conception. Et puis, sur quel axe souhaitez-vous travailler en priorité, la réduction, la réutilisation, le recyclage. Ça va être par rapport à la facilité de mise en place ou à l'impact que ça va produire. Mais déjà, pour structurer un peu son projet d'éco-conception, il faut commencer par là. Voilà, je vous ai mis quelques références biblio de ce que j'ai un peu présenté aujourd'hui, notamment les projets d'innovation sur les matériaux, sur les process. Et puis voilà, j'en ai fini avec un petit peu de retard sur mes 30 minutes, mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux revenir sur certaines choses. Si voilà, vous voulez parler de choses plus en détail, vous pouvez m'adresser des questions ou des commentaires. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que finalement c'était des choses qui étaient déjà assez connues de votre part? Je pense que tout le monde réfléchit. Bonjour Virginie, c'est Grégory. Bonjour Grégory. Ça va? Oui, ça va très bien. Non, c'est intéressant parce que moi, en tout cas pour ma part, sur un projet d'anti-moustique, le répulsif anti-moustique, c'est des questions sur lesquelles je me suis posé. Donc le plastique pour la fiole, donc est-ce que c'était du plastique recyclé, recyclable, et aussi le carton. Donc c'est des questions qu'on se pose effectivement sur la conception. C'est quoi un peu les premières questions qu'on peut se poser en tant qu'un industriel ou un producteur local? C'est quoi peut-être la première question qu'on doit véritablement se poser vis-à-vis de l'emballage et son moindre impact sur l'environnement? Déjà, bien connaître le matériau, c'est-à-dire que ça suffit pas de dire c'est du carton ou c'est du plastique. Il faut avoir des fiches techniques. Le carton, il peut être, vous l'avez vu, il peut être enduit, il peut être complexé. Le plastique, il y a plein de types de plastique qui existent. C'est plutôt les plastiques que le plastique. Donc voilà, il faut déjà maîtriser qu'est-ce qu'on utilise. Puis après, je dirais, il faut connaître
faut s'intéresser à son cycle de vie et sa fin de vie. Justement, savoir est-ce qu'il y a des filières de collecte et de recyclage, que ça soit en local ou à l'export, mais est-ce que ça existe? Du coup, ça va vous orienter, est-ce que je suis sur un matériau qui a où on peut travailler sur la fin de vie ou pas? Est-ce que des schémas de réemploi peuvent se développer? Enfin voilà, c'est un peu, je dirais, toutes ces questions. Et puis, il faut jamais oublier que l'emballage, il faut pas le prendre individuellement et seul. Il faut le prendre en connexion avec le produit, que ce soit un produit alimentaire ou non, hein, d'ailleurs, parce que l'emballage, c'est pas, enfin, je le répète tout le temps, c'est des fonctions, quoi. C'est des fonctions de protection, c'est des fonctions de durée de vie d'un produit, c'est des fonctions parfois de distribution. Tu parlais d'un spray anti-moustique, voilà, et l'emballage fait qu'on peut le mettre sur la peau et tout ça. Donc, en gros, faut aussi en travaillant sur l'emballage, il ne faut pas détériorer ce qu'on va pouvoir offrir aux consommateurs ou ce qu'on va pouvoir préserver en termes de produits. Parce que, comme je l'ai dit, parfois le produit, enfin toujours presque, le produit, il a plus d'impact que l'emballage en lui-même. Donc, si on vient améliorer l'emballage, ce qui est bien, mais au détriment de l'empreinte environnementale du produit, et finalement, le bilan, il sera négatif. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment... et donc, dans bien connaître son emballage, c'est bien connaître aussi les liaisons et qu'est-ce qu'il apporte au produit, c'est quoi ses fonctionnalités. Si je comprends bien, il faut partir de la fin. Il faut se dire c'est quoi la fin de vie de mon emballage, quels sont les exutoires ou les capacités de réutilisation sur le territoire, et à partir de là, réfléchir sur l'emballage le plus juste possible et en fonction des qualités. Et dernière question, c'était, tu as dit un truc intéressant, les tomates cerises, PET, translucides, enfin transparents, ils sont passés sur un packaging en carton, et un truc qui m'a interpellé, chute dans les ventes. Ouais. Tu peux nous expliquer Oui, parce que changement d'habitude, parce que le consommateur, il voyait plus sa tomate cerise, donc du coup, il n'a pas confiance, et que si tout le monde change en même temps et tout le monde propose du carton, il n'aura pas le choix, mais si on est sur du coup un choix entre ce que je connais, je vois ma tomate cerise, et puis c'est du carton et je vois pas ma tomate cerise, et je prends ce que je connais et là où je vois ma tomate cerise. Donc c'est ça qui s'est produit. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que nous, on a notamment l'éco-organisme Citeo qui nous aide au niveau français. Généralement, ils essayent de faire bouger ensemble tout un secteur parce que, en fait, si on a qui bouge tout seul, en gros, ça peut avoir des impacts sur la vente, donc ça peut être vu comme il est précurseur, etc. Mais ça peut aussi changer les habitudes des consommateurs et donc le consommateur, il est rassuré par ce qu'il connaît et donc aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas, des fois, ça le fait pas acheter. Okay, voilà. Merci. On a une question dans le chat. Il y a Romain Cadet qui demande: nous n'avons pas abordé le point concernant l'emballage de produits carnés. Existe-t-il aujourd'hui des alternatives aux emballages en PP et PE qui seraient plus respectueuses de l'environnement? Merci pour votre présentation. Alors, encore une fois, pour aller sur quelque chose de plus respectueux sur l'environnement, je ne peux pas dire en changeant de plastique à carton ou de plastique à autre chose. Il faut vraiment faire une étude complète de l'analyse de cycle de vie parce que effectivement, par exemple, en passant, parce qu'il existe, il existe aujourd'hui, notamment dans les projets de carton, sur les projets de carton complexifiés, il y en a qui essayent de faire des cartons pour le poisson, pour le carnet. Donc ça existe. Il y en a aussi, je sais que j'avais vu ça à un salon Pâques qui était même parti sur des barquettes aluminium ou inox, enfin je pense que c'était aluminium en réemploi, enfin voilà, avec de la stabilité, etc. Enfin, il y a des choses qui existent. Après, c'est combien ça coûte? Est-ce que ça peut être mis en place dans nos régions? Voilà. Et après, encore une fois, il faut
moi, j'essaye de lutter contre les idées reçues, de se dire, bah, forcément, en substituant du plastique, on va améliorer l'empreinte environnementale. Peut-être qu'effectivement, on va améliorer comment dire, la recyclabilité de l'emballage, parce que bah, du coup, on va aller sur du carton, et encore, il faut voir si c'est pas un carton qui a un film plastique, et donc du coup, bah, forcément, il va pas suivre la même route que les cartons monomatériaux. Voilà, il faut vraiment aborder tout parce que sur un cycle de vie, le carton, dans sa production, il va utiliser beaucoup plus d'eau que le plastique. Voilà, donc il a une meilleure fin de vie, mais il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'en passant en carton, on n'a pas plus du coup d'emballages qui sont abîmés, donc du coup, on n'a pas plus de rebut de produits. Voilà, et donc du coup, ça nous fait un impact. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui sont. Il ne faut pas faire du comparatif matériau par matériau. Il faut vraiment, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment connaître bien son emballage et son produit emballé pour considérer toute la chaîne et travailler sur l'éco-conception de l'ensemble. Mais il existe aujourd'hui des alternatives. Je pourrais les rajouter. Il me semble que j'ai vu, oui, des barquettes en cellulose sur du poisson qui pouvaient s'operculer. Et voilà. Et après, je sais qu'ils travaillent pas mal sur les alternatives des petites. J'ai perdu je sais plus en quel matériau c'est, mais voilà, pour les excédents de liquide du carnet qu'on met en bas des barquettes, donc pour essayer de supprimer ça aussi. Je travaille sur ça. Il y a Caroline Avrillon qui lève la main. Je voulais juste répondre. Chez nous, à Maurice, on a plus de barquettes, ni polystyrène, ni PP, etc. pour tout ce qui est poulet. Aujourd'hui, on utilise des barquettes en bagasse. Effectivement, on a ce qu'on appelle un liner, mais ils sont tous compostables, home compost, compostables à la maison. Et ça se passe très bien. On n'a pas perdu, enfin, on a surveillé de près tout ce qui est durée de vie, etc., tout ce qui est food, safety. On n'a rien perdu de tout ça, donc ça se passe super bien. D'ailleurs, ça a été généralisé. Tous les producteurs à Maurice utilisent ce type de barquette. Ok, bah super, bah, merci. Bah, si vous avez d'autres témoignages aussi de projets que vous avez menés et des retours d'expérience, c'est top. Donc, oui, donc il existe bien des alternatives et on voit même un retour d'expérience sur le fait que ça fonctionne bien. Mais effectivement, il faut observer pas mal de critères quand on met en place ça. Plus de questions? Moi, j'avais une question et peut-être une remarque à un moment donné. Virginie, bonjour, c'est Louis de Morillet. Oui, bonjour Louis. Tu as parlé du polystyrène à un moment donné par rapport à la recyclabilité. C'était plus centré sur le polystyrène expansé. Super, je sais. Oui, Excuse-moi, est-ce que tu m'entends? C'est bon? oui, oui, c'est bon, là, c'est revenu. Ok. Je disais, en France, en ce moment, on a vu, enfin, en Europe, ils ont ouvert cette année une usine de recyclage par rapport au polystyrène pour les pots de yaourt, qui permettait du coup d'être complètement circulaire sur les pots récupérés, du coup recyclés pour refaire du PS compact qui repart dans la fabrication du coup des pots de yaourt. Et je voulais savoir, est-ce qu'à La Réunion, vous êtes aussi concerné par cela? Au niveau de Citeo, parce que Citeo, l'organisme, c'est quand même français, sur tout le territoire français. Est-ce que vos emballages pour yaourt sont récupérés et sont exportés à nouveau vers la France, enfin vers du coup la Belgique pour le recyclage, ou vous n'entrez pas du tout dans cette filière? Alors, en gros, le territoire hexagonal en France, il est passé déjà sur l'extension du consigne de tri. Donc en gros, tous les consommateurs, pour simplifier le geste de tri, mettent dans la poubelle jaune, la poubelle de tri, tous les emballages et notamment les pots de yaourt. Nous, à La Réunion, c'est pas encore le cas. D'ailleurs, dans tous les dom-toms, c'est pas, on n'est pas passé en extension de consigne de tri. Donc aujourd'hui, on continue juste à mettre les bouteilles et flacons, les cartons, le métal et l'aluminium dans les poubelles de tri, et tous les autres emballages plastiques, on les met pas encore. C'est l'extension de tri est censé arriver en 2026. Là, début 2026, on va pouvoir tout mettre, y compris du coup les pots de yaourt, dans la poubelle de tri. Après, comme tu le sais, mettre dans une poubelle de tri, ça ne veut pas dire que ton emballage va être recyclé. Donc, effectivement, ils ont travaillé sur le recyclage chimique des pots de yaourt, du PS pour faire du pH choc. Voilà, parce que
d'ailleurs, il y a un projet sur le PS, le polystyrène expansé aussi, parce qu'en fait, c'est des matières qui étaient en danger. C'est-à-dire que si la filière ne se développait pas, l'emballage allait être interdit. J'ai oublié de le dire, mais le PPWR, par exemple, le règlement européen, là, en fait, il y a plein de normes. Enfin, il y a des experts européens français qui ont travaillé sur des normes, des standardisations, une harmonisation de la recyclabilité des emballages, que ce soit plastique ou les autres matériaux, pour définir un peu des notes d'évaluation de A à E. Et en gros, plus les années vont passer, en gros, je sais pas, en 2030, c'est de A à D, les emballages seront autorisés, mais le E sera interdit. Et puis, plus on avance dans les années, finalement, ça sera que le A et C, que le A et B. Et donc, plus l'emballage aura un taux de recyclabilité, donc du coup, plus on va dire tout sera développé, le tri, la collecte, la technique de recyclage et le fait que ce matériau soit demandé aussi, le matériau recyclé puisse intégrer de nouveaux produits. Il sera OK sur le marché, mais ceux qui n'ont pas d'avenir en termes de recyclage seront même interdits. Et donc, le pot de yaourt était vraiment menacé en ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de projets pour accélérer le recyclage chimique là-dessus. Je reviens maintenant à La Réunion. Donc, en 2026, l'extension des consignes de tri. Aujourd'hui, donc Citeo et les centres de tri travaillent à savoir comment, parce qu'on n'aura pas d'usine de recyclage à La Réunion, comment ces emballages autres peuvent être acheminés. En France, en fait, il y a les centres de tri, et puis avec le tri un peu qui a existé avant, et puis les nouveaux flux, donc les nouveaux flux plastiques notamment, il y a des centres de surtri où on va, les yaourts, ça va plutôt être là, les films PP, les films PE, ça va plutôt être là, etc. Ça, voilà. Et donc ça, pour que nos emballages à nous, à La Réunion, aillent dans des centres de surtri, eh ben, il faut qu'on en collecte assez, qu'on puisse faire des containers. Vous savez, enfin, l'export de déchets, notamment de déchets mélangés et souillés, c'est hyper compliqué. Il y a le temps d'attente. Est-ce que le matériau va se dégrader le temps voilà, qu'il soit stocké et transporté, etc. Donc aujourd'hui, est-ce que les pots de yaourt de La Réunion vont vraiment rejoindre le recyclage chimique? Je ne pourrais pas te le dire. Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Aujourd'hui, ce qui est plutôt quand même dit, c'est que les emballages plastiques, s'il n'y a pas de viabilité technique et économique à les exporter pour qu'ils rejoignent des filières parce qu'ils seront trop abîmés, trop souillés, c'est trop complexe, en gros, ils finiront en combustible solide de récupération puisque c'est du plastique, ça brûle bien. Et donc, à La Réunion, donc là, est en train de voir le jour les usines de CSR, donc combustible solide de récupération. En gros, c'est des grosses briques de plein de matériaux mélangés selon une formulation bien définie pour pouvoir faire de la valorisation, les brûler derrière et faire de la valorisation énergétique et faire de l'énergie. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Louis. Oui, merci, c'est gentil. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je voulais juste rappeler que c'est un peu difficile on met en avant beaucoup l'innovation. Après, l'innovation, souvent, ça veut dire quand même de la R&D, donc voilà, des choses un peu plus complexes et plus chères, de l'investissement. Et puis parfois, pour nos marchés insulaires, Réunion ou Maurice, c'est un peu plus compliqué parce que on n'a pas le même rayonnement, on n'a pas la même volumétrie de marché. Donc parfois, c'est des gros investissements et c'est toujours à mettre en perspective par rapport au marché. Donc, parfois, il y a des innovations qui sont plus difficilement accessibles. Mais par contre, voilà, il faut continuer à faire de la veille parce que ces innovations, bientôt, elles seront vraiment déployées industriellement et elles seront beaucoup plus accessibles. Et il faut quand même rester en veille là-dessus et puis pouvoir tester, pouvoir se rapprocher des laboratoires, des centres techniques qui font ça pour savoir si ça peut être compatible avec nos produits, etc. C'était aussi le but de cette présentation, de vous montrer des choses qui existent, même si ce n'est pas tout de suite applicable chez nous, ça le sera sûrement un jour. Ok, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. De toute façon, s'il y a des questions qui viennent après, vous avez des choses assez spécifiques sur l'emballage, n'hésitez pas à écrire à Nicolas ou à m'écrire directement. Je pense que la présentation sera
disponible et vous sera envoyé. Et voilà, et merci beaucoup pour avoir assisté à cet échange. Oui, merci à tous. On va vous Merci. envoyer un replay et la présentation de Virginie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aussi prévoir un temps d'accompagnement si nécessaire. Les prochaines dates, ce sera le 2 octobre pour le webinaire agroalimentaire et ensuite le 8 octobre, on a un rendez-vous expert à Maurice, à l'AMM. Donc, on espère vous y voir nombreux. Merci à tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.